Notre Europe est aujourd'hui mortelle, avertit le président français qui, dans un discours à la Sorbonne, a présenté sa vision pour l'avenir de l'Union européenne. Coup de tonnerre en Espagne alors que sa compagne est visée par une enquête pour corruption. Le Premier ministre Pedro Sánchez se donne quelques jours de répit. Sa démission est dans la balance. Notre Europe aujourd'hui est mortelle, elle peut mourir. C'est l'avertissement lancé jeudi par le président français lors d'un discours à la Sorbonne pour détailler sa vision de l'avenir de l'Union européenne. Il y a 7 ans, dans le même lieu, le chef de l'État français avait défendu une Europe souveraine. Aujourd'hui, il plaide pour une Europe puissance et géopolitique pour répondre aux défis militaires et sécuritaires. Le chemin est long, car nous avons, il faut être lucide, des décennies de sous-investissement dans nos propres productions. Et au fond, les dividendes de la paix ont fait que les Européens ont insuffisamment produit, investi. Ce qui a aussi créé une très forte dépendance à l'égard de l'industrie non européenne. Alors, face à cela, on doit produire plus vite, on doit produire davantage et on doit produire plus en européen. Pour Emmanuel Macron, si l'Europe veut se faire respecter, elle doit aussi changer de paradigme dans ses liens économiques et commerciaux. Avec des normes sociales et environnementales plus exigeantes, l'Union risque le décrochage face aux États-Unis et à la Chine, qui mènent des politiques plus agressives pour défendre leurs intérêts. Nous avons aujourd'hui un défi, c'est d'aller beaucoup plus vite et de revoir notre modèle de croissance. Parce que là aussi, les règles du jeu ont changé. Et elles ont changé de manière simple. Les 2 premières puissances internationales ont décidé de ne plus respecter les règles du commerce. Je le dis dans des termes très simples. Mais c'est ça la réalité depuis l'Inflation Reduction Act. Le président français souhaite accélérer la politique industrielle dans 5 secteurs stratégiques qui façonneront le monde de demain: l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, l'espace, les biotechnologies et les nouvelles énergies. Allumage EAP, décollage. Enfin, selon Emmanuel Macron, c'est aussi la bataille des valeurs européennes et des démocraties libérales qui se joue maintenant. Emmanuel Macron's speech definitely had an electoral flavor behind it. With about 6 more weeks to go before the European elections, the president's party Renaissance is currently lagging behind in the polls, 10 to 16 points behind the French far right, which the president didn't hesitate to tackle indirectly during his speech, claiming that nationalists want to stay in the European House, but without paying the rent. Sofia Katsankova in Paris for Euronews. Coup de tonnerre en Espagne, Pedro Sánchez, le Premier ministre, s'est mis en retrait de sa fonction pour réfléchir quant à son avenir. Une crise politique qui intervient après l'ouverture d'une enquête préliminaire pour corruption contre sa compagne. L'opposition espagnole est vent debout et critique la stratégie de victimisation et de pitié adoptée par le chef du gouvernement. Creemos que en lugar de desaparecer 5 días, el presidente debe de aparecer de manera urgente para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su gobierno y a su pareja. Se desconoce si Pedro Sánchez anunciará su dimisión como presidente del Gobierno o si continuará al frente del Ejecutivo. Una de las opciones es que plantee una cuestión de confianza en el Congreso para que el Pleno del Parlamento vuelva a otorgarle, en su caso, el apoyo para que siga al frente del Gobierno. Otra opción es que anuncie su dimisión y proponga a otro candidato socialista, pero esto acarrearía la apertura de consultas con el jefe de Estado y el nuevo candidato tendría que someterse a una votación de investidura en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez también podría anunciar que continúa en el Gobierno hasta el 29 de mayo, plazo en el que por ley podría convocar unas nuevas elecciones generales que se celebrarían previsiblemente en el mes de julio. Sea cual sea la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha hecho de nuevo saltar el tablero político español y su decisión marcará sin duda el próximo ciclo electoral. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. L'Italie célébrait ce jeudi, comme tous les 25 avril, la libération du pays de l'occupation nazie et la fin du régime fasciste. Toutefois, cette année, les célébrations ont eu lieu sur fond de polémiques médiatiques et historiques.
Un monologue d'un célèbre écrivain italien antifasciste a été déprogrammé ce samedi d'une émission de la télévision publique, la RAI. Dans ce texte censuré, désormais très partagé en Italie, il accusait la première ministre italienne Giorgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia de réécrire l'histoire en mettant les pires excès du régime fasciste italien sur le compte de la collaboration avec l'Allemagne. Giorgia Meloni s'est défendue de toute censure et a répliqué en publiant le monologue annulé sur son compte Facebook. Ce jeudi matin, elle a rejoint le président italien sur la tombe du soldat inconnu à Rome. En parallèle, la RAI a lancé une enquête interne sur la prise de décision qui a conduit au blocage du monologue de l'écrivain. L'Ukraine a déjà reçu ses premiers missiles américains Attack-MS dans leur version longue portée. Des livraisons secrètes ont commencé avant même le vote du Congrès pour la nouvelle tranche d'aide accordée à l'Ukraine. Ces missiles sol-sol ont une portée de 300 km. We will send more now that we have additional both authority and money. I'm not going to get into specific numbers for operational reasons. I believe they will make a difference. Les résultats sur le terrain des nouvelles armes américaines risquent de se faire attendre. Selon le secrétaire d'État américain à la sécurité, la Russie pourrait continuer d'enregistrer des avancées tactiques dans les prochaines semaines. L'Ukraine a néanmoins déjà tiré ses premiers Attack-MS longue portée sur des bases russes de Crimée. Я вдячний президенту Байдену, Конгресу, усім американцям, які відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятись йому. І лише так буде дійсно менше загроз свободі. La pénurie d'armes et de munitions devrait progressivement se résorber, mais l'armée ukrainienne continue de faire face à un déficit de combattants. Selon la Maison-Blanche, les présidents Zelensky et Biden ont évoqué le problème de la mobilisation au cours d'un entretien téléphonique. Kiev vient d'abaisser de 27 à 25 ans l'âge des appelés. L'Ukraine annonce par ailleurs que ses consulats à l'étranger ne délivreront plus de passeports aux hommes âgés de 18 à 60 ans. « 202e jour de guerre dans la bande de Gaza en ruine, l'enclave bombardée sans relâche par l'armée israélienne, qui affirme avancer dans son projet de lancer une offensive sur cette ville située dans le sud de la bande de Gaza. Précédemment, Israël avait déclaré Rafah zone de sécurité. Plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de Gaza s'y étaient réfugiés. Selon un porte-parole israélien, 4 bataillons du Hamas seraient basés à Rafah. Mais cette offensive fait craindre le pire aux ONG. Plusieurs pays, dont les États-Unis, s'opposent à cette opération. Tous redoutent qu'elle ne fasse de nombreuses victimes civiles. Les Nations Unies s'inquiètent de l'avenir des habitants. The health infrastructure in Gaza has been decimated. The few hospitals still standing struggle to operate due to severe shortages of supplies and frequent power outages. As summer draws near and temperatures rise, communicable diseases threaten to sweep through Gaza. Suite à la pression internationale en faveur d'un accès plus large de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, Israël assure que l'aide a commencé à être acheminée plus rapidement. 468 camions seraient entrés dans l'enclave, mais ces chiffres sont contestés par les Nations Unies et le Croissant Rouge. L'ONU affirme que certains camions n'étaient remplis qu'à moitié en raison des règles d'inspection. Après l'adoption d'une loi controversée par le Parlement britannique, le Rwanda se dit prêt à accueillir les premiers migrants expulsés du Royaume-Uni. Ouvert il y a 2 ans, mais sans aucun client depuis, cet hôtel du nom de l'Auberge de l'Espoir situé à Kigali veut offrir les meilleurs services aux demandeurs d'asile. L'auberge accueillait autrefois les survivants du génocide rwandais. When they are living here at Hope Hostel, they will get the different services, different hospitality services, like the accommodation, where we have a capacity of accommodating 100 people. Pour les groupes de défense des droits de l'homme, ce plan est impossible à mettre en œuvre. Selon eux, il est contraire à l'éthique d'envoyer des migrants dans un pays situé à 6400 km et dans lequel ils ne veulent pas vivre. En Europe, le ministre de l'Intérieur était en Italie, sur l'île de Lampedusa. Rome et Londres veulent mettre un frein à l'immigration clandestine en stoppant les traversées sur des petites embarcations. L'Italie a elle-même pour projet d'expulser des migrants vers l'Albanie, où des centres d'accueil doivent être construits.
Mais pour les ONG, cette mesure est contraire au droit. Ouverture du salon automobile de Pékin où les constructeurs européens tentent de se faire une place sur le marché chinois. Les voitures électriques et la connectivité sont les deux principales tendances du salon. Les pays occidentaux regardent avec crainte l'expansion de la production chinoise de véhicules électriques. En décembre dernier, plus des 2/3 des ventes mondiales de véhicules électriques ont été réalisées en Chine. À elle seule, la Chine compte pas moins de 129 marques de véhicules électriques. Les voitures électriques chinoises réalisent une percée sur le marché européen et les 27 s'inquiètent pour l'industrie automobile et ses emplois. Bruxelles dénonce les subventions publiques dont profitent les constructeurs chinois et réfléchit à la mise en place de taxes pour contrebalancer ce que l'Europe présente comme de la concurrence déloyale. Une collection privée de Hong Kong a déboursé 30 millions d'euros pour acquérir le portrait de mademoiselle Lizer, une toile commandée en 1917 par une riche famille juive à Gustav Klimt. Le peintre est décédé avant de l'avoir achevé. On ne connaît pas avec certitude l'identité du modèle qui a posé pour le portrait. Le mystère subsiste aussi autour du parcours de l'œuvre. La toile a disparu pendant un siècle avant de refaire surface chez des particuliers autrichiens où elle était restée cachée pendant des dizaines d'années.